Bonsoir à tous et bienvenue sur ITV, le journal. Nous sommes samedi, plus que quelques petites heures avant le scrutin. Les bureaux de vote ouvrent à 8 heures ce dimanche. Tout semble prêt pour un bon déroulement des élections. Les médias ont le rôle d'assurer une bonne couverture. La Convention des jeunes reporters du Sénégal a remis 500 gilets aux reporters, une forme de protection sur le terrain. La société civile va déployer près de 800 observateurs. Ils vont superviser le vote et relever les manquements. À suivre aussi le vote des Sénégalais de l'extérieur, les Sénégalais de la diaspora donc, qui sont 309 000 inscrits sur le fichier électoral. Les 46 000 sont établis en Italie. Le consul général du Sénégal à Milan va revenir sur le dispositif dans quelques instants. Et la seconde partie de cette édition sera consacrée à un nouveau numéro de l'article de la semaine. Hommage ce soir à Babacar Touré, grand homme des médias décédé le 26 juillet 2020. Cela fait 2 ans maintenant. Alors, nous sommes à la veille du scrutin des législatives. Les Sénégalais prêts à élire de nouveaux représentants à l'Assemblée nationale. Ils sont conscients du pouvoir de leur carte d'électeur, seul moyen d'aller vers le changement. Ndeye Mariam Gaye et Sidignan, reportage. Le vote, ce jeune en fait une obligation. Il se dit prêt à accomplir son devoir civique ce dimanche. Il est bien renseigné d'ailleurs sur les différentes phases du vote. C'est voter, n'est-ce pas? Pour voter, je pense qu'il faut avoir une carte électeur. Voilà, après tu peux aller là où on vous... Bon, je sais pas, là, on vous... Hein? Voilà, dans le centre de vote. Il y a des personnes qui sont préparées, qui vous guident de faire le vote normalement, sans erreur, quoi. Inch'Allah, je vais voter. Je suis à Dakar, mais je vais voter à Tivaouane, là où j'habite. Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah. Après, cette mère de famille a l'habitude de voter. Elle appelle tous les Sénégalais à exprimer leur choix par les urnes. Je les invite à aller voter parce que c'est très important. Il faut porter son choix. Bon, même s'il faut faire des kilomètres, il faut se sacrifier pour ça. Comme ça, on aura un droit de regard sur le travail de l'Assemblée, du président de la République, des maires. Donc c'est important. Il faut toujours s'exprimer. C'est le seul moment où le citoyen a de communier avec le politicien. Ce dimanche, les Sénégalais vont choisir leurs représentants à l'hémicycle. Occasion pour beaucoup de Sénégalais d'exprimer leur voix, selon la coalition qui porte leur espoir. Et les citoyens seront mis au fait grâce à une bonne couverture médiatique de ces élections. Et pour sécuriser les professionnels des médias sur le terrain, la Convention des jeunes reporters du Sénégal a remis au moins 500 gilets aux différents médias. Une initiative saluée et encouragée par le CNRA Mamadou Sy avec Moussa Fall. Un reporter, un gilet, la Convention des jeunes reporters en passe de concrétiser son vœu. 500 gilets ont été remis aux journalistes et techniciens des médias. Objectif, garantir la sécurité des reporters et prévenir tout risque d'attaque sur le terrain dans l'exercice de leur métier. Nous avons confectionné ces tenues pour au moins identifier les reporters sur le terrain, différencier du reporter de celui qui ne l'est pas. Il est rare au Sénégal d'assister à une manifestation sans pour autant qu'un professionnel des médias ne soit interpellé par les forces de l'ordre. C'est pourquoi nous l'avons confectionné. Le CNRA se félicite de l'initiative de la Convention des jeunes reporters. Babacar Diagne invite les acteurs de la presse à faire bloc pour lutter contre toute forme d'agression. Faire notre métier devient de plus en plus dangereux dans certains contextes. L'ensemble des acteurs impliqués doivent se donner la main pour combattre ces dérives, mettre fin à l'impunité dans ce domaine, parce que ça devient extrêmement dangereux. Les médias, mais c'est les acteurs fondamentaux de la démocratie. Si vous fragilisez la presse, vous avez fragilisé la démocratie. Au-delà du port du gilet, les journalistes doivent veiller au traitement de l'information. Sur le terrain, le reporter
doit être irréprochable. Quand on est sur le terrain, qu'on donne l'information que l'on voit, que l'on peut vérifier, recouper et envoyer. Je pense que l'arme la plus redoutable que vous aurez sur le terrain, c'est la vérité des faits. Les journalistes se sont pris pour cible de plus en plus dans ce pays, mais si vous êtes sur le terrain, même si vous êtes d'organes différents, vous êtes d'abord des journalistes. Il faudrait cultiver la solidarité entre vous. En cette veille d'élection, la Convention des jeunes reporters du Sénégal a tenu à rappeler les règles de base du métier et invite les hommes politiques à participer également à la protection des reporters déployés sur le terrain. Babacar Diagne a également salué la posture des médias dans la couverture médiatique de la campagne électorale. L'essentiel pour lui, c'est de maintenir la dynamique. Regardez. La campagne a été globalement bonne, on peut le dire. Mais je dois vous dire, nous avons eu une campagne très particulière, frénétique, violente à des moments. Si ce qu'on a vu à la télé, ce qu'on a entendu dans les radios a été globalement bien apprécié, je dois vous dire que cela a nécessité beaucoup de parole, beaucoup de négociations. Nous avons été en contact constant avec les mandataires. Nous avons eu à rectifier beaucoup de choses, mais vraiment d'accord parti. Comme vous le devinez, il y avait parfois carrément des appels à la violence, des propos que je n'ose même pas répéter. Nous avons donc pu corriger tout le temps, parfois day by day, pour arriver au résultat que vous avez vu. Je dois aussi vraiment saluer le comportement de nos organes de presse. Même si certains ont relayé des propos qui étaient violents, des propos haineux, très souvent ces propos ont été dénoncés immédiatement dans les rédactions. Maintenant, c'est un travail continu. Il y a une vigilance à avoir, surtout par rapport à ce qui reste de la campagne, ce n'est pas fini. Il y a encore aujourd'hui, il y a encore demain, des scènes de violence sont possibles, mais il nous faut constamment avoir cette position responsable. Et près de 800 observateurs seront déployés sur le terrain pour superviser le vote. Le collectif des organisations de la société civile pour les élections a démarré aujourd'hui sa mission d'observation générale. Son président, Babacar Gueye, nous explique. À l'occasion de cette observation, nous allons déployer plus de 800 observateurs. Parmi ces 800 observateurs, il y en a 5 qui sont des coordonnateurs nationaux. Nous aurons 46 observateurs de long terme dans chacun des départements du Sénégal et 791 observateurs seront déployés le jour du scrutin. Cette mission donc démarre aujourd'hui en ce qui concerne la mission à court terme et va être marquée par la mise en place d'une situation room. Une situation room composée de 3 chambres. Une chambre technique, ce sont les agents de saisie qui vont saisir toutes les informations qui viendront du terrain, qui vont nous faire des analyses et qui vont les remettre à la chambre politique, qui est composée des plénipotentiaires du collectif de l'organisation de la société civile pour les élections et des leaders de la société civile. Alors c'est cette chambre qui va donc prendre les décisions, qui va être en contact permanent avec les autorités administratives et politiques de ce pays pour leur signaler les dysfonctionnements qui seront observés et qui va également préparer les recommandations qui seront faites. Et sur ces dysfonctionnements, justement, à titre d'exemple, lors des élections locales de janvier dernier, des perturbations avaient été notées avec la création de nouveaux lieux de vote. Beaucoup d'électeurs ne parvenaient pas à retrouver leurs cartes et d'autres ont été omis plutôt des listes plutôt. Mbour a connu ce scénario. Correspondance Montagakan. C'est sur la demande du comité électoral que ces nouveaux bureaux de vote ont été créés. Beaucoup d'électeurs concernés par ce changement n'ont pas pu voter. Malheureusement, il y en a qui ont été prendre leur carte, il y en a qui n'ont pas été.
Et la grande surprise, c'est le jour des élections. Ils sont rendus à leur ancien lieu de vote, à Mbour-Serer, à Mbour-Toucouleur. Et c'est à partir de là-bas qu'on leur a dit qu'ils ne figuraient plus sur les listes d'émargement de ces bureaux de vote où ils avaient l'habitude de voter. La SEDA, qui soutient que les électeurs n'y sont pour rien, reconnaît la responsabilité de l'administration centrale sur cette affaire. Notre souci a été de faire en sorte que les électeurs ne soient pas pénalisés dans cette affaire. Ça aurait été injuste, ils n'ont pas commis d'erreur. C'est des erreurs qui ont été commises au niveau de l'administration centrale. Et on a pensé quand même qu'il faut qu'on trouve une solution pour qu'on ne pénalise pas les électeurs pour des erreurs qu'ils n'ont pas commises. À en croire le président de la SEDA, des mesures sont prises dans le sens de trouver une solution à ce problème. Et nous avons eu à échanger avec monsieur le préfet du département. Nous avons fait également un courrier à la Sénat et tout. Nous avons une rencontre avec le préfet et les responsables politiques. Parce que, vous savez, le ministre de l'Intérieur était là. Et donc, les autorités ont profité de l'occasion pour reposer le problème, même si des correspondances ont été envoyées. Et donc, c'est à la suite de ça qu'une réunion va être tenue à la préfecture qui va réunir les responsables politiques, l'administration et la SEDA pour informer de la décision qui a été prise. Le président de la SEDA s'est félicité de l'esprit de compréhension des leaders de l'opposition qui avaient joué la carte de l'apaisement à l'occasion de ces dysfonctionnements. Ziguinchor a reçu son matériel électoral. Le gouverneur de la région rassure sur les conditions d'un bon déroulement du scrutin. Un important dispositif sécuritaire est aussi prévu. Guy Diouf, interrogé par Hassan Diouf. Nous avons fait le département de Doussouy où nous avons constaté que tout le matériel a été reçu, bien conditionné, et la mise à disposition de ce matériel bien conditionné à la disposition des forces de défense et de sécurité. Donc dans l'ensemble, il en est de même pour la commune de Ziguinchor, où vous avez constaté vous-même, tout le matériel est très bien conditionné et prêt à être mis à la disposition de la police pour la mise en place au niveau des bureaux de vote. Les dispositions sont prises par les forces de défense et de sécurité, notamment l'armée, qui va prendre, qui a un secteur de compétences à gérer. La gendarmerie aussi a déjà planifié un dispositif pour son secteur. La police se chargera de gérer la commune de Ziguinchor en ce qui concerne la sécurisation des lieux et bureaux de vote. Donc on peut rassurer tout le monde que toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour assurer un vote dans le calme et dans la sécurité. Je voudrais saluer le bon déroulement de la campagne électorale jusqu'ici dans le calme et la sérénité. Cela traduit aussi la maturité des acteurs politiques qui ont battu campagne au niveau de la région de Ziguinchor dans le calme et la sérénité. J'appelle maintenant les électeurs à avoir cette posture de calme et de sérénité, aller tranquillement le dimanche 31 juillet au niveau des bureaux de vote, voter tranquillement, retourner à la maison, attendre les résultats. Et je l'annonçais en titre, 309 000 plutôt Sénégalais de la diaspora sont inscrits sur le fichier électoral. Parmi les 49 pays concernés, l'Italie compte quelques 46 000 électeurs répartis dans 115 bureaux de vote. Le consul général du Sénégal à Milan, Mamadou Lamine Diouf, s'est exprimé sur le vote. Il s'est entretenu avec Modou Makenian. Actuellement, la circonscription du nord de Milan est constituée de 33 centres de vote et 66 bureaux de vote pour un nombre de 30 767 inscrits. Et tout a été fin prêt pour qu'on puisse démarrer demain, Inch'Allah, à la première heure, de 8h à 19h comme l'a prévu le code. Et je voudrais juste aussi vous informer que par rapport à notre rapport avec les partis politiques et les coalitions de partis, on a travaillé dans la symbiose du début jusqu'au moment où je vous parle. On n'a pas eu vraiment d'incident ni de problème. Seulement, ce que nous déplorons ici au niveau du consulat général du Sénégal à Milan, que les Sénégalais
ne sont pas venus pour récupérer leur carte d'électeur. Mais néanmoins, comme l'a prévu le code électoral sur l'article L329, ils ont la possibilité de récupérer leur carte d'électeur dans les bureaux de vote respectifs. Et tout Sénégalais qui n'a pas eu la carte d'électeur, qui n'a pas pu venir au consulat général pour récupérer sa carte, il peut le faire directement au niveau des bureaux de vote, des centres de vote le jour du scrutin. Et je demande aussi à l'ensemble des Sénégalais d'aller voter et nous souhaitons que cette élection soit une élection paisible. Toute autre chose à présent, 50 chercheurs originaires de 11 pays de la sous-région sont venus se former au Sénégal en technique de management de la recherche. La session de formation pour ces professionnels de la santé s'est déroulée à l'IRSF et ce partage d'expérience devrait aussi faciliter la création d'un réseau des praticiens de la sous-région. Les explications du directeur de l'IRSF, professeur Souleymane Boupa. Il faut des laboratoires, il faut des spécialistes dans différents domaines, même de la recherche, que ce soit des médecins ou d'autres. Mais il faut beaucoup, surtout, la composante gestion et management. Il faut également, comme on dit, l'éthique, il faut la qualité. Et c'est tout ça qui constitue ce qu'on appelle l'écosystème de la recherche. Ce qu'on a remarqué, c'est que souvent on a des chercheurs individuellement qui sont excellents dans leur domaine, mais qui ne sont pas assez supportés dans cette équipe qu'on appelle l'écosystème. Et surtout le management, parce que la recherche aussi demande la possibilité de pouvoir gérer, de pouvoir recevoir des fonds, de pouvoir les justifier, etc. Donc, et ça, c'est le volet souvent faible. Donc, c'est les États-Unis qui l'ont compris le premier et ensuite ont été suivis par les Européens. Et maintenant, le management de la recherche est vraiment devenu une composante essentielle dans leurs activités. Alors qu'ici, ça manque et c'est ainsi que deux institutions qui sont Warima et IRSF, Vanetam, se sont vraiment mis ensemble pour faire cette formation justement sur le management de la recherche en regroupant justement 11 pays et une cinquantaine de participants, aussi bien francophones que anglophones. Il y a aussi l'ANSD qui soutient la recherche agricole. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie a lancé une plateforme qui facilite l'accès aux données et à la production de solutions dans le secteur agricole. Et je vous propose d'écouter le directeur de l'ANSD, professeur Alénar Diop. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour remettre ces prix et également en profiter pour le développement de la plateforme AgriData, une plateforme qui vise à valoriser les données agricoles et également à rassembler les données officielles et non officielles, mais ainsi que l'ensemble des projets agricoles qui sont mis en œuvre au niveau du Sénégal. Cette plateforme est très importante parce qu'elle permet d'avoir une certaine exhaustivité de l'ensemble des sources de données, mais également de donner des indications sur l'ensemble des projets qui sont actuellement mis en œuvre et leur état d'avancement. Et on peut y retrouver également différentes autres sources, les liens de différentes autres sources, notamment les sources ANSD, les sources IPAR, les sources de la FAO. Et ceci permet réellement de pouvoir mettre à la disposition de l'ensemble des utilisateurs des données probantes leur permettant de pouvoir exploiter l'ensemble des informations qui sont également dédiées au secteur agricole. AgriData est une plateforme, c'est d'abord déjà un prix qu'on dédie à chaque fois à quelqu'un qui a œuvré pour le secteur agricole, mais également une plateforme qui est mise en place également pour valoriser les données agricoles. Cette plateforme vise à donner déjà les sources de données officielles sur l'agriculture et non officielles. Quand je parle de non officielles, c'est les enquêtes qui sont menées par d'autres organisations, par exemple non gouvernementales, et qui pourraient être mises à la disposition du public pour l'exploitation de ces informations. Et ce concours en sécurité routière, plus de 50 écoles de la banlieue y ont participé avec un total de 10 000 élèves formés. Fatouba Ndiour est l'une des initiatrices de ce concours. Elle est au micro de Boudandiadj.
Aujourd'hui, on est là pour primer les grands gagnants du concours Via Créative, qui est un concours de la Fondation Total Énergie, qu'il déroule dans une trentaine de pays à travers le monde. Donc la Fondation a voulu travailler cette année avec le consortium Jeunesse Sénégal pour amener le projet dans la banlieue de Dakar, où nous sommes présents depuis 2021. À travers ce projet, on a pu toucher 10 000 enfants entre 10 et 18 ans dans les écoles de la banlieue de Dakar. Le concours Via Créative, c'est un concours de sensibilisation à la sécurité routière où les enfants sont appelés à produire des affiches avec un message percutant et pertinent par rapport à la sécurité routière. Les enfants ont été appelés à faire une formation avec notre partenaire Africulturban pour digitaliser ces affiches-là. Donc le résultat que vous voyez sur les écrans, c'est des affiches digitalisées et ces affiches ont été ensuite jugées par un jury qui a pu nous proposer les 3 meilleures affiches qui aujourd'hui sont primées. On ne va pas s'arrêter là. Déjà pour Via Créative, il faut savoir qu'il y a un concours international qui est la seconde étape qui va réunir tous les grands gagnants de chaque pays participant. Donc les gagnants aujourd'hui vont participer à ce concours international-là. Alors la sécurité routière, pourquoi on a ce projet Via Créative? Parce qu'on se rend compte que dans la majorité des cas d'accident, c'est vraiment dû au comportement des personnes. Donc l'idée, c'est vraiment d'éduquer d'abord les personnes. Le ministère de l'Énergie a déployé 50 000 lampadaires autonomes à Louga. C'est dans le cadre du programme d'éclairage public. Et la seconde phase de ce projet prévoit d'installer 115 000 lampadaires dans l'ensemble du pays. Correspondance à Louga, c'est Koujalo. Pour la continuité de la première phase, le programme national d'éclairage public compte installer 115 000 nouveaux lampadaires à travers le territoire national. Et c'est pour soutenir les collectivités territoriales. Pour cette deuxième phase, des comités techniques seront installés. Et nous avons décidé, en tout cas nous allons proposer pour cette deuxième phase de mettre en place des comités techniques qui auront en charge le choix des axes qui seront éclairés. Et ce comité technique sera supervisé par l'autorité territoriale. Le sous-préfet, généralement pour les communes rurales, et pour les communes départementales, les communes chefs de département, le préfet en personne. Donc ça, c'est pour vraiment éviter qu'il y ait des problèmes au niveau du choix des axes à électrifier. Une première phase de 50 000 lampadaires installés dans 142 communes et c'était juste pour les communes chefs-lieux de région et chefs-lieux de département. Pour cette deuxième phase, l'ensemble des communes vont bénéficier de ces lampadaires et c'est pour respecter l'équité territoriale. On a fait une première phase de 50 000 lampadaires installés dans 142 communes. Et cette première phase était initialement destinée aux communes chefs-lieux de région et communes chefs-lieux de département. C'était donc pour réduire les factures d'éclairage public. Parce qu'effectivement, en 2012-2013, il y avait une dette de 24 milliards due à la Sénélec par les collectivités locales. Le président avait payé cette dette, épongé cette dette, et un an après, la dette s'était reconstituée à hauteur de 8 milliards. Il avait prévu de trouver une solution, donc il a préféré trouver une solution définitive à ce problème récurrent. Et cette solution était de mettre de l'éclairage solaire. Les maires de communes se félicitent de ce programme. Selon ces derniers, ce programme aura un impact positif chez les populations car la demande était déjà là. Et ces lampadaires vont apporter des solutions à plusieurs difficultés. Aujourd'hui, nous avons rendu visite à nos confrères victimes de sabotage de leur une sur les réseaux sociaux. L'enquête est en cours et ces quotidiens d'information sont encore plus engagés dans leur mission d'informer juste et vrai. Khadija Diouf et Céline Ambey chez l'Observateur et Sud Quotidien. Les unes de 5 quotidiens sénégalais détournés sur les réseaux sociaux. Sud Quotidien et l'Observateur, 2 journaux parmi les 5 qui en ont été victimes. Pour ces rédacteurs en chef, derrière cette affaire se cache une réelle volonté de manipulation. C'est quelque chose de regrettable de manipuler la une des journaux. Surtout l'Observateur, je pense que c'est des gens mal intentionnés qui se sont... Je ne sais pas quelle est leur intention par rapport à ça, parce que depuis un certain temps, on l'a constaté sur les réseaux sociaux,
la une de notre journal et d'autres journaux aussi qui ont été détournés par des gens tapis dans l'ombre, quoi. Et je pense que c'est regrettable, ça n'honore pas la façon de faire de la politique au Sénégal, parce que souvent on voit que c'est de la manipulation qui est derrière tout ça, quoi. Cependant, Abdoulaye Thiam affirme que ces agissements ne vont aucunement impacter leurs activités. La première personnalité à m'informer de cette situation-là, c'était une femme politique qui m'appelle, elle est du Parti démocratique sénégalais. Non, nous n'avons pas de solution par rapport à ça. Si vous connaissez bien l'histoire du Sud aussi a un électorat bien connu. Donc l'électorat du Sud, il n'y a pas un seul qui se dit véritablement dignement, qui se dit électeur du Sud plutôt, qui peut croire à ça. Ce qui n'est pas le cas pour son confrère de l'Obs qui pense que ces fake news pourraient bien ternir leur image. Effectivement, ça peut ternir à la crédibilité du journal. Pourquoi? Parce que une information qui est diffusée sur les réseaux sociaux, ça peut atteindre des cibles qui ne vont pas comprendre. Est-ce que c'est le vrai journal ou bien c'est une détournée? Et ça peut même faire fuir les annonceurs parce que ils vont comprendre, ils vont se dire que est-ce que c'est maintenant nécessaire d'aller vers eux pour faire des annonces ou quelque chose comme ça, quoi. Outre ces quotidiens dont les unes sont détournées, la coordination des associations de presse condamne vigoureusement ces actes qui favorisent la désinformation. La CAP a même annoncé de saisir Facebook pour que tout compte qui publie ces unes soit systématiquement bloqué. Merci Khadija Diofé. Le personnel de Sud Quotidien se souvient du fondateur du groupe de presse Sud Communication. Cela fait 2 ans que Babacar Touré est décédé. C'était le 26 juillet 2020. Éminent journaliste, ancien président du CNRA, hommage à cet homme qui a marqué les médias dans la rubrique l'article de la Une. li ma xam te ñun looloo ñoo tax a jóg ndax li ci def yëpp dañ koo def pour feesal xëy na grille bi mais ñun information rek lañ jàng moom lañ xam moo ñu tax a jóg. Il fut l'un des principaux pionniers des médias indépendants au Sénégal. Babacar Touré, fondateur du groupe Sud Communication et ancien président du CNRA, est décédé le 26 juillet 2020. Sud Quotidien lui rend ainsi hommage, BT 2 ans déjà. Ce 26 juillet, nous avons perdu un monument de la presse, pas seulement africaine, sénégalaise plutôt, mais de la presse mondiale. Il fallait encore marquer à nouveau cet anniversaire. Et il est hors de question pour nous, qui sommes aujourd'hui à Sud, d'oublier l'œuvre de Babacar Touré, d'oublier ce qu'il a fait. Donc il en sera ainsi à chaque fois. Chaque 26 juillet, nous allons nous remémorer de ce qu'il a eu à représenter dans ce pays-là. Pour le quotidien, nous avons titré sur lui. Si vous revenez aussi sur le premier anniversaire de son décès, vous le verrez également à la une de Sud. Et au niveau de la radio, il y avait un récital de Coran que le desk religieux lui avait donc consacré. C'était tout à fait donc normal qu'on se rappelle de ce qu'il a eu à faire pour la démocratie de notre pays, pour la liberté d'expression en général et pour la liberté de la presse en particulier. La presse a perdu sa boussole, dixit le rédacteur en chef du journal. Babacar Touré s'est forgé une réputation d'un homme multidimensionnel, rigoureux et compétent. Et si vous regardez aujourd'hui ce qui se passe dans l'espace médiatique sénégalais, vous ne pouvez pas ne pas regretter Babacar Touré. Ce n'est pas possible. D'abord, il faut qu'on accepte de faire notre propre introspection. Ce n'est pas de l'autoflagellation, mais je crois qu'il y a beaucoup de dérives
dans le métier et c'est quelqu'un qui était extrêmement rigoureux. C'était quelqu'un qui tenait à l'éthique et à la déontologie. C'était quelqu'un qui tenait à ce que l'information soit juste, vraie et vérifiée. C'était quelqu'un qui avait une capacité de déconstruction qui allait au-delà de la vérité officielle. Il ne supportait pas, par exemple, moi je me souviens de ses colères en réunion de rédaction, à chaque fois qu'au sud de rater une information, qu'il trouvait cette information, c'est le concurrent. Je me souviens aussi que c'était quelqu'un pour qui il était hors de question qu'on vendait la page 3, publicité. Vous pouvez payer tout ce que vous voulez. Mais pour Babacar Touré, il est hors de question de vendre la page 3 de Sud, qui est considérée dans tous les médias du monde comme la page noble. C'était pas possible. BT, le détecteur du sens, homme de consensus et de dialogue, il aura été de tous les combats pour la liberté et la démocratie. Wade président était la une de Sud Quotidien le 20 mars 2020. Lui, il savait comment est-ce qu'il faut, où est-ce qu'il faut chercher l'information. Il était très fort là-dessus. Dans des réunions de rédaction, quand on finissait et que je lui soumettais les réunions de rédaction, il utilisait des termes qui étaient connus à celui vire-moi ça, jette-moi ça dans la poubelle, ce torchon ne sort pas dans mon journal. Ça, c'était des termes qu'il utilisait. Mais à chaque fois qu'on finissait, quand le produit était fini et qu'on mettait le BAT, bon à tirer, le lendemain, c'était pas lui seulement qui vous appelait, mais il y avait aussi beaucoup de confrères qui vous appelaient. Donc c'était un détecteur de sens. Il était très fort là-dessus. C'était un militant de la gauche qui est tombé dans les médias. Donc c'était en 68 ans. Ils étaient tous des révolutionnaires. Si vous regardez très bien son premier article, c'était sur les murs, les graffitis qu'il avait fait publier au niveau de Dakar et au niveau de Thiès. Bon, et après, il a côtoyé ce métier-là avec ses amis, Ibrahim Bahoum, Abdoulaye Ndiaga-Silla, un monument aussi de la presse sénégalaise, Feu Ibrahim Fall, Sidi Gaye, et qui étaient tous au soleil, de très grands journalistes, brillants journalistes. Et il a contribué aujourd'hui, de qu'on le dise, à la première alternance au Sénégal, aussi à la deuxième alternance. Il y avait des choses, s'il était là, c'était pas imaginable. Les témoignages d'hommes de culture, des médias, d'universitaires, d'intellectuels sont unanimes. Le Sénégal a perdu un de ses meilleurs fils. Asdem Ndiaye et Tidiane Kassé, deux autres monstres de la presse sénégalaise, se rappellent de la dimension de l'homme. À chaque fois que quelqu'un fait un témoignage sur lui, vous découvrez autre chose. Il était quelqu'un, comme je l'ai dit, d'extrêmement rigoureux, mais d'extrêmement généreux aussi. Il était très généreux. Il tenait à ce métier-là. Il était aussi très intelligent, quoi qu'on puisse dire. C'est quelqu'un, un très grand intellectuel. Et même au-delà des journalistes qui ont fait un témoignage sur lui, au lendemain de sa mort, il y avait un sommet de la CEDEAO. Oui. Quand le président de la République a parlé de Babacar Touré, c'était Alassane Dramane Ouattara qui a été la première personne à parler de lui. Donc, et tout récemment, c'est un journaliste qui m'a confié, est-ce que tu sais, grâce à un éditorial de Babacar Touré, on a empêché une guerre entre la Mauritanie et le Sénégal. Et pourtant, on l'accusait à l'époque d'être un Mauritanien. Donc, imaginez, avec la plume seulement, un seul article, tu parviens tout simplement à éviter une guerre entre deux pays frères qui ne sont séparés que par un fleuve. Donc ça, c'était cet homme-là. Et ce qui était extraordinaire, c'est que lui, il ne voulait jamais être au devant de la scène, dans la lumière, qu'on le voyait. Non, comme on le voit actuellement. C'était pas ça, Babacar. Décédé le 26 juillet 2020 à l'âge de 69 ans, Babacar Touré restera à jamais gravé dans la mémoire des journalistes. li nga xam ne gëstu nañ ko ba mu wër ñu wax ko te seet nuñ koy waxee. Et on se quitte sur ces notes d'hommage. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à l'ensemble des équipes en régie et bonne suite des programmes sur ITV.